Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Né à Oujda, homme d'affaires connu internationalement, même si vous êtes très discret. Maurice Lévy, bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir de vous avoir à mes côtés ce soir et c'est véritablement pour nous un plaisir parce qu'on connaît votre engagement, on connaît également votre bonhomie, mais on sait également que vous êtes extrêmement discret. On n'a pas l'habitude de vous voir sur les plateaux télévisuels, on n'a pas l'habitude de vous entendre également à la radio. Vous êtes un grand patron, vous êtes classé parmi les grands patrons à l'échelle de la planète. Vous dirigez de longue date, alors même si j'ai cru voir au travers des réseaux qu'avant d'être ce grand patron que vous êtes à la tête du groupe Publicis, vous avez d'abord étudié aux États-Unis. Alors peut-être que vous n'étiez pas destiné à la carrière qui a été la vôtre après. Vous êtes ingénieur de formation et j'ai cru voir également dans les indiscrétions ici et là que vous êtes parti aux États-Unis un petit peu au hasard d'un jeu puisque vous auriez gagné un prix qui avait été organisé par une entreprise connue à l'époque, Bata, et qui vous a conduit directement vers les États-Unis. Est-ce que c'est un peu globalement, rapidement, votre parcours principal, les grandes lignes ? Les parcours, c'est toujours très compliqué. Là, vous avez choisi quelques éléments. Et effectivement, ce sont des éléments qui représentent des étapes. Vous auriez pu prendre d'autres qui auraient marqué d'autres étapes. Mais effectivement, ça fait partie de ma vie et de ce que je suis. Alors Maurice Lévy, on a la chance, je le disais à titre introductif, de vous avoir. On va parler bien évidemment du monde de l'entreprise qui nous intéresse de prime abord, mais je voulais quand même, avant cela, vous interroger sur quelques points d'actualité sans rentrer dans le détail. Je le disais rapidement tout à l'heure, en dehors de cette carrière brillantissime, vous êtes très engagé dans la communauté, donc je vais vous laisser. Je me rappelle, étant jeune, on avait eu l'occasion de recevoir Elie Wiesel et il y avait eu un accroc sur la présentation parce qu'il est toujours difficile, soit on en dit trop, soit on n'en dit pas assez. Donc je vous laisserai le soin de présenter comme bon vous semble votre engagement communautaire avant de reprendre le fil directeur, savoir le monde de l'entreprise. Et une première question qui est également liée à votre engagement citoyen et notamment communautaire au sein de la communauté juive. La France, l'Europe et le monde que vous connaissez, que vous avez l'habitude de parcourir, connaît une situation un peu particulière, notamment en France, puisque je crois qu'il y a 3 pays dans le monde, la France, la Belgique et les États-Unis, où on meurt parce qu'on est juif. Et cette situation s'est aggravée depuis 2002, depuis la seconde intifada, non pas depuis 2018, avec cette affaire tristement célèbre de Sarah Halimi. Quel est votre sentiment, vous, globalement et rapidement, sur cette situation en France et en Europe ? D'abord, c'est une profonde tristesse et une révolte intérieure. Je veux dire que il est absolument insupportable de voir que des gens sont attaqués, insultés, voire même parfois assassinés par le simple fait qu'ils sont juifs. Et voir cela au moment où on est en train de commémorer les camps et les 6 millions de juifs qui ont été assassinés par Hitler, c'est quand même assez scandaleux et profondément choquant. Vous avez évoqué 2002, il se trouve que à cette époque, j'avais écrit un article que Le Monde avait osé mettre à la une sur l'antisémitisme qu'à l'époque commençait à prendre des racines et se développer de manière assez sensible et que tout le monde niait. J'avais été personnellement profondément choqué, aussi bien par la position de Jacques Chirac que de Lionel Jospin, tous deux niant qu'il y ait de l'antisémitisme en France. Et ceci m'avait amené à
écrire cet article pour m'élever contre le fait de nier l'antisémitisme, qui était une façon supplémentaire de condamner les Juifs. Je pense que il est incompréhensible, après tout ce qui s'est passé, que des gens puissent détruire la vie de gens, puissent taguer des tombes, insulter des Juifs, pour le simple fait qu'ils sont Juifs. Mais à quel schéma obéit-on ? Quelle est la pensée profonde ? Il peut y avoir une pensée dans ces esprits qui sont probablement des esprits malades. Et il est terrible de voir qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, il peut y avoir des assassinats aux États-Unis, en Belgique, en France, mais demain ailleurs. Quand on voit que l'antisémitisme grandit partout, c'est terriblement... c'est terrifiant en soi. C'est terrifiant. C'est-à-dire que on se dit, mais que diable a-t-il pu faire, ce Juif ? Quel est le mal qu'il a pu faire au monde, alors qu'il représente une minorité mais infime dans le monde, c'est 0,0 quelque chose, pour attirer autant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Est-ce que c'est parce que il est à l'origine, comme on le dit dans l'émission du dimanche matin, et que c'est l'origine du monothéisme ? Est-ce que c'est parce que on lui prête je ne sais trop quel pouvoir ? Mais quel pouvoir ont les Juifs ? Arrêtons de fantasmer. Arrêtons. C'est horrible. C'est horrible de voir cela. Et c'est en plus quelque chose devant lequel les pouvoirs publics sont démunis. C'est-à-dire que le président Macron, les autorités françaises, le président Trump, tout le monde prend des positions absolument claires, indiscutables. On ne peut pas leur faire le moindre reproche. Ils sont impeccables. Et de manière générale, les autorités sont impeccables. Il y a bien quelques extrêmes ici ou là qui ont des positions ambiguës, mais dans l'ensemble, les autorités sont impeccables. Et pourtant, rien ne progresse. Et c'est même pire dans les dernières statistiques qui ont été publiées, alors que l'année précédente, c'était 70% de hausse. Sur ces 70% de hausse, il y a encore 25% de hausse. Mais où va-t-on ? Et c'est donc quelque chose qui, personnellement, me bouleverse et me terrifie. On entend bien, alors, la lutte contre l'antisémitisme ne représente pas uniquement l'intégralité de l'engagement, et on vous sait également engagé, alors là, de façon peut-être plus positive, au sein notamment de l'Institut Weizmann. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement, comme ça nous permettra d'aborder le monde de l'entreprise? Je me suis engagé auprès de l'Institut Weizmann un peu par accroc, puisqu'en réalité, j'avais promis à Simone Veil que je prendrais à un moment donné la présidence de Pasteur Weizmann, et que dans ce cadre-là, j'ai été amené à m'intéresser effectivement à l'Institut Weizmann, et j'ai une admiration sans limite pour le travail exceptionnel qui a été fait par cet institut pour se hisser parmi les premiers au monde. Je veux dire, c'est très impressionnant de voir dans les classements que les 10 premiers sont américains, sauf un, qui est le Weizmann Institute. Et c'est quand vous visitez le campus, vous voyez des gens qui sont décontractés, sympathiques, généralement jeunes, tous absolument engagés et cherchant des voies nouvelles d'approcher la science, et le plus souvent trouvant des solutions à des problèmes
de santé ou des problèmes physiques ou des problèmes de chimie exceptionnels. Donc, on a affaire à un campus scientifique d'une qualité absolument extraordinaire. Et c'est très réconfortant de voir cela. Mais la collaboration qui existe entre Pasteur et Weizmann est un exemple entre tous, puisque ça date maintenant de plus de 40 ans. 74, l'année prochaine, ce sera le 46e anniversaire. Ça a été voulu par Shimon Peres et par Simone Weil, et ce sont des scientifiques de l'Institut Pasteur et des scientifiques du Weizmann Institute qui travaillent ensemble. Et ce mode de collaboration est assez unique. Alors en plus, l'Institut Weizmann a conclu quelques accords, d'une part avec le Collège de France, d'autre part avec Polytechnique, avec l'Institut Curie, et on voit bien que c'est un institut qui est ouvert, qui partage, et ça c'est un point très important, le partage de la science, et qui le fait avec une très grande modestie et une très grande rigueur. Et ce que j'aime, c'est ce mélange, où il y a une forme de décontraction, de distance. En même temps, vous avez une modestie, mais vous avez aussi une très grande rigueur, et vous avez un engagement sans limite, et des résultats exceptionnels. Et quand vous voyez ces résultats, vous ne pouvez qu'être admiratif. Maurice Lévy, je l'ai rappelé à titre introductif, votre nom est étroitement lié à ce grand groupe international Publicis. J'ai l'occasion régulièrement ici, au micro de Judaic FM, de recevoir des chefs d'entreprise, voire des juristes, et on parle très souvent de l'entreprise, mais de la micro-entreprise, de la TPE, toute petite entreprise, ou PME, petite et moyenne entreprise, dont il faut rappeler ici qu'elle représente 80% du tissu économique national. Maintenant, vous êtes à la tête d'un grand groupe international. Est-ce que vous pensez, étant rappelé, notre émission s'appelle Juridiquement Votre, que la loi ne distingue pas? D'ailleurs, il n'y a pas de définition légale. L'entreprise est définie sous une approche sociologique ou économique, mais dans le code du commerce, il n'y a pas littéralement une définition de l'entreprise. Mais est-ce que vous pensez, vous, qui êtes dans le monde de l'entreprise, encore une fois, depuis des lustres, est-ce que vous pensez qu'il y a des différences fondamentales entre la direction d'une petite entreprise, du TPE, et celle d'un grand groupe international, et quelles seraient ces différences ? Il y a nécessairement des différences. Alors, le point que vous soulignez, 80, 85, 90% des entreprises sont petites et moyennes ou très petites, est quelque chose qui est commun à la planète. Vous trouverez ça un peu partout. Et les très grandes entreprises, qui sont des entreprises emblématiques, ne représentent qu'un pourcentage assez faible du nombre d'entreprises, mais un pourcentage beaucoup plus important en matière de création de richesse, du nombre d'emplois, etc. Les différences sont très simples. Il y a d'abord une première différence, c'est que quand vous pilotez une entreprise de quelques personnes, ou quelques dizaines, ou quelques centaines de personnes, la plupart du temps, vous connaissez tout le monde, vous connaissez leur famille, vous connaissez les prénoms, vous travaillez avec eux de manière assez intime, et vous avez créé une petite collectivité humaine qui vit le plus souvent dans le même endroit. C'est une petite usine, c'est un cabinet d'avocats, c'est une entreprise de service, et donc c'est quelques dizaines de personnes ou quelques centaines qui sont au même endroit ou dans 2 ou 3 endroits différents. Donc les gens se connaissent, il y a cette collectivité humaine qui fait qu'ils s'identifient à l'entreprise, et le patron pilote quasiment au doigt, à l'œil, l'entreprise, à l'instinct, et les structures sont très faibles, et il se repose sur une relation de confiance et le plus souvent une tradition orale. Et la culture qui a été développée par ce chef d'entreprise, elle pénètre et elle percole dans l'entreprise, et tout le monde en est imbibé.
lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise et qui plus est de dimension internationale, avec une présence, comme c'est le cas de Publicis maintenant, dans une centaine de pays, un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Nous sommes 80 000 personnes, nous sommes un leader mondial et il y a des domaines dans lesquels nous sommes le numéro 1 mondial. Alors, on est passé par toutes les étapes. Au début, comme Bereshit, au commencement, il y avait Marcel Bleustein-Blanchet qui a créé son entreprise, sa petite agence de publicité, dans un 2 pièces cuisine dans la rue Montmartre à Paris. Bon, ça c'était très simple, il était tout seul, et comme il disait, avec une assistante qui était une secrétaire constellée de taches de rousseur et de fautes d'orthographe. Et il a commencé comme ça, et ensuite il a développé son agence, puis il a développé ce qui allait devenir un groupe en créant une station de radio, en créant des régies publicitaires, et progressivement, même avant la guerre, il avait un groupe français qui était extrêmement puissant et qui était le deuxième derrière le groupe Havas, d'ores et déjà. Et puis, après, il y a eu la guerre, et puis le développement s'est fait en France de manière tout à fait remarquable, et puis après, à l'échelle européenne. Et pendant que, et du vivant de Marcel Bleustein-Blanchet, il y avait déjà des éléments clés de ceux qui font la culture et la force de Publicis. Il y avait une culture de, j'allais dire, de l'humain, un respect profond. Et d'ailleurs, il nous rappelait quasiment à chacune des réunions qu'il organisait, le respect de l'autre est une valeur fondamentale de Publicis. Que ce soit le respect du client, bien sûr, cela va de soi, mais le respect du consommateur, ce qui nous oblige à communiquer de manière responsable, véridique, et de ne pas tricher avec le consommateur et de ne pas abuser des ficelles de la créativité, et puis le respect des collaborateurs et faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir dans un groupe. Ces éléments de culture de l'entreprise auxquels on a ajouté par la suite, et grâce à lui, la déontologie et puis un certain nombre de règles quand on est devenu internationaux, où il fallait être plus rigoureux et les formaliser dans un corpus de règles qui sont dans un livre que j'ai baptisé Janus, pour une raison très simple, c'est que Janus, comme vous le savez, a 2 visages, celui qui regarde vers l'avenir et celui qui regarde vers la tradition. Et donc, le passé et tout ce que Marcel Bleustein-Blanchet nous a apporté, et l'avenir et tout ce que nous devons construire. Et c'est ainsi que nous avons un ensemble de règles qui nous permettent de respecter les choses. Mais d'autre part, vous pouvez avoir dans une petite entreprise un mode, j'allais dire, quasiment camarade de fonctionner. Vous n'avez pas besoin d'avoir des notes de service, des emails, passer de l'un à l'autre, vous donner les instructions, ça va très vite, les gens se connaissent et ça roule. Quand vous êtes un groupe où il y a des milliers de personnes et quand vous êtes international et dans une centaine de pays, vous devez avoir des structures et vous devez avoir des départements, vous avez ensuite des gens qui sont en charge de tout ce qui est l'opérationnel et des gens qui sont en charge de veiller à ce que toutes les règles de déontologie et de ce qu'on appelle la compliance soient respectées. Et puis, vous devez aussi vous doter d'un système de police interne et vous avez donc un audit qui permet de s'assurer que tout le monde respecte bien les règles et que les choses fonctionnent bien. Donc, c'est beaucoup plus lourd, c'est moins humain qu'une petite entreprise, c'est moins camarade-camarade, copain-copain, plus hiérarchisé, encore que grâce à Internet, la hiérarchisation disparaît, puisque les gens s'interpellent
sans tenir compte du niveau hiérarchique. Et grâce à l'internationalisation, c'est devenu beaucoup moins formel. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes très américains d'une certaine façon dans notre groupe, puisque plus de 50% de notre chiffre se réalise aux États-Unis, et que le prénom est la règle de fonctionnement, et donc on n'a pas, comme ce fut le cas quand on n'était qu'une société française, on s'adresse pas au président en disant Monsieur le Président, même l'hôtesse à New York m'appelle Maurice. Je peux pas dire que ça me fasse très plaisir et que j'ai été à l'aise immédiatement. Je suis d'une génération où il y avait un minimum de forme, mais je vis assez bien avec ça. Et c'est vrai que on abolit avec cette règle les hiérarchies et un certain nombre de frontières. Alors, Monsieur Lévy, j'aimerais revenir sur la responsabilité, notamment l'image du chef d'entreprise en France et notamment le patron des grandes entreprises. Mais pensez-vous, puisqu'on parlait de règles comparatives ou de droits comparatifs, qu'il existe en France trop de règles et trop de règles pressurisantes pour le monde de l'entreprise de façon générale et notamment en direction des grandes entreprises? Est-ce que la France est un peu à part avec une législation qui serait un peu étouffante ou au contraire, est-ce qu'on voit cette réglementation parfois contraignante, identique en France et à l'étranger, notamment dans les grands pays occidentaux? Le pays qui est le plus judiciarisé au monde, c'est les États-Unis. Donc, il ne faut pas se tromper. Il y a moins de règles, mais c'est le pays où il y a le plus de procès. En France, il y a effectivement énormément de règles, un peu trop, et parfois contradictoires. Je peux prendre un exemple et les auditeurs me pardonneront si cet exemple est un peu celui de la grande entreprise, mais je vais le prendre parce que c'est intéressant. Il y a un droit boursier qui vous fait obligation de communiquer au marché une information dès que vous l'avez. Il y a un droit social qui vous oblige à évoquer un certain nombre de situations devant le comité d'entreprise et les représentants du personnel. Et donc, si vous voulez faire une opération, vous êtes obligé de vous adresser au personnel d'abord, mais dans ce cas, vous leur donnez une information privilégiée. Et si vous respectez le droit boursier, vous communiquez l'information au marché, et dans ce cas, vous risquez d'être en entrave avec le comité d'entreprise, en délit d'entrave. Donc, il y a des incohérences. D'autre part, il y a un droit social qui est extrêmement touffu, compliqué, qu'on aurait pu largement simplifier et qui mériterait de l'être. Le droit commercial français est assez simple. Même quelqu'un comme moi le comprend. La partie juridique du fonctionnement de l'entreprise est également assez simple. Même dans une entreprise... Et bien conçue globalement. Oui. Nos règles sont très cohérentes, assez équilibrées. Oui. On a un équilibre entre les différents partenaires de l'entreprise tels que vous les avez identifiés tout à l'heure. Oui, on a d'une certaine façon... Alors, nous sommes aujourd'hui, je reviens de Davos, nous sommes aujourd'hui sur la notion de, et pardon pour l'anglicisme, de stakeholder par rapport à shareholder. C'est-à-dire que essayons de traiter toutes les parties prenantes de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les salariés et les actionnaires, sur un même plan, et non pas de considérer que l'entreprise n'a qu'un objectif, c'est de faire des profits pour l'actionnaire. Donc, cette idée qui est née il y a déjà plusieurs années est en train de gagner et on a beaucoup débattu de cela à Davos. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit français dans son ensemble tient compte de toutes ces parties prenantes et les traite quasiment à égalité. Et donc, on peut dire que d'une certaine façon,
le droit français, et même avec la loi Pacte qui a été votée récemment, où il y a cette raison d'être de l'entreprise, et donc l'entreprise a l'option de se définir une raison d'être. Et c'est intéressant de voir que nous avons un ensemble de textes qui est assez cohérent et qui donne beaucoup de droits à chacune des parties prenantes. Ce qu'on peut regretter, c'est que c'est assez touffu, ce qui fait que pour des gens comme vous et d'autres qui sont des spécialistes du droit, c'est très bien. Là, c'est un domaine ésotérique, compliqué, qui donne du travail à plein d'avocats, à plein de juristes, et c'est formidable. Mais je pense que il y a matière à simplifier, surtout, à mes yeux, dans 2 domaines. La cohérence entre les différents droit social, droit de l'entreprise, droit boursier, etc. Et aussi, en ce qui concerne en particulier le droit social, il y a eu une espèce de millefeuille et de couches successives de textes, et ce serait bien de simplifier, de débroussailler. Beaucoup de juristes partagent votre opinion. Alors, il nous reste 2 minutes, une dernière question. Vous avez évoqué le courage de notre classe politique face à l'antisémitisme. Et c'est vrai que les hommes politiques à droite et à gauche sont très mal vus en France, et souvent de façon injuste, parce qu'ils font un travail avec compétence à 90%. Et il en est de même des patrons, et notamment des grands patrons. Et je suis toujours choqué depuis 1 an maintenant. On a eu le phénomène des Gilets jaunes, une série de manifestations, et on sent une haine en France à l'endroit des grands patrons. Alors, 2 questions, il nous reste 1 minute 26. Est-ce qu'il s'agit là d'un phénomène franco-français où malheureusement, pour des raisons culturelles, la population, l'administré, le citoyen de base n'aime pas le grand patron et n'aime pas sa classe politique? Ou est-ce que vous retrouvez ce regard parfois négatif, souvent trop négatif, à l'endroit des patrons qui sont, devons-nous le rappeler, des créateurs d'emplois, des créateurs de richesses? Alors, il y a d'abord en France une haine de ceux qui réussissent. Il faut bien le dire. Hein. Une haine où peut-être que le mot est fort, mais en tous les cas, on n'aime pas les gens qui réussissent, et au lieu de les célébrer, soit on les envie, soit on les jalouse, soit on les critique. Et donc, de ce fait, quand un patron réussit, il gagne de l'argent, donc c'est pas bien. Et c'est un phénomène qui est malheureusement bien répandu en France. Et il n'est pas seulement en France, et on le voit dans pas mal de pays, avec une différence, c'est dans les pays protestants, on reconnaît sans problème la réussite, et on accepte la sanction pécuniaire de la réussite. Aux États-Unis, la réussite était célébrée, on peut le dire. Aujourd'hui, c'est moins le cas, tout simplement parce qu'il y a des richesses colossales qui ont été accumulées, notamment sous l'ère Internet. Et là, les écarts qui ont été créés paraissent aux gens insurmontables et insupportables. Donc, il y a un problème français qui est colossal et un problème international qui est pas nul. Merci beaucoup, Maurice Lévy. Merci à vous, merci de votre invitation. D'être venu, merci de vous avoir prêté à ce jeu sans aucune préparation, avec beaucoup de transparence et avec une compétence qui est reconnue internationalement. J'espère vous avoir une prochaine fois ici dans les locaux de Judaïque FM. En tout cas, merci à vous, merci à nos auditeurs, et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.